Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette quatrième édition de Wati et vous. Je suis Kongwin Adidjet, chargée de communication à Wati et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment d'échange et de dialogue. Wati et vous, c'est notre espace mensuel pour discuter ensemble de l'actualité et des activités de Wati, mais aussi pour vous donner la parole et valoriser vos contributions. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens au nom de Wati à vous remercier pour votre présence et votre engagement. C'est vraiment ensemble que nous ferons de cet espace un rendez-vous incontournable. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de poursuivre, nous allons faire un tour d'horizon du mois de Wati, le mois d'avril qui s'achève aujourd'hui. Ce mois-ci, notre plateforme s'est enrichie avec de nouvelles analyses, tribunes et podcasts pour offrir des éclairages sur plusieurs thématiques. On va donc commencer avec les publications et les initiatives récentes de Wati. Et donc, sur notre site, vous pouvez retrouver plusieurs contributions récentes. Trois d'entre elles méritent votre attention particulière. Tout d'abord, la Côte d'Ivoire, avec une tribune de Wendy Yam, Hervé Lanko-Andé. Dans cette tribune, il revient sur les tensions politiques à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025. Bien avant l'annonce récente de la radiation de Tidjane Siam, il alertait déjà sur les risques d'exclusion politique, de division identitaire et sur la fragilité du système électoral. Cet article est donc essentiel pour comprendre pourquoi ce scrutin est un moment charnière, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, un hommage à Amara Essi, une grande figure de la diplomatie africaine qui disparut en 2025, en avril 2025. À travers une tribune signée Saïd Djinnit et El Gassim Ouane, nous redécouvrons son rôle dans la création de l'Union africaine pour une Afrique plus souveraine et plus unie. C'est un texte fort qui invite à réfléchir à l'héritage de ce bâtisseur panafricaniste. Et enfin, une plongée en Estonie avec un article de Bergedor Adjiou. Il montre comment ce pays est devenu un modèle mondial de transformation numérique en misant sur l'éducation, l'innovation technologique et la cybersécurité. C'est un exemple inspirant pour les pays africains qui sont aujourd'hui en quête de modernisation de leurs administrations. Pour rappel, tous ces articles sont disponibles sur wati.org. N'hésitez pas à aller les lire, à partager vos réflexions et à nous envoyer vos contributions si vous le souhaitez. Et on va poursuivre avec notre podcast hebdomadaire Les Voix de Wati, disponible chaque samedi sur YouTube, Spotify. Et nous avons abordé ce mois-ci plusieurs sujets essentiels. D'abord, pourquoi il est urgent de renforcer les institutions de contrôle des comptes publics. À travers l'exemple du Sénégal, cet épisode rappelle combien il est crucial de disposer d'institutions solides capables de garantir la transparence et de restaurer la confiance économique. Ensuite, nous avons eu l'épisode sur la durée des mandats présidentiels, la démocratie et le bien-être des populations. À partir d'une question posée lors d'une rencontre d'acteurs de changement social, Gilles Yabi propose une réflexion sur la pertinence ou non d'allonger la durée des mandats présidentiels pour mieux ancrer la démocratie en Afrique. Puis, la leçon du Gabon, voir les réalités politiques telles qu'elles sont. À travers le cas gabonais, l'épisode invite donc à porter un regard lucide sur les transitions politiques en Afrique entre espoir et réalité. Et enfin, le pape François que nous avons perdu, une voix politique forte qui disparaît au moment où le monde en a le plus besoin. C'est un hommage appuyé au pape François dont la voix engagée sur pour la justice sociale, la fraternité humaine et la sauvegarde de la planète nous manquera profondément. Enfin, un focus sur notre thème du jour avec la tribune de Batraoré. En lien direct avec notre discussion d'aujourd'hui, nous avons l'article La tribune de Batraoré, le vrai, le faux, et nous comprendre la désinformation en Afrique. Nous souhaitons plutôt mettre en avant la tribune de Batraoré intitulée L'émergence des vidéomans au Mali entre expression populaire et outils de désinformation. Vous vous demanderez pourquoi le choix de cette tribune, mais c'est simple parce qu'elle montre de manière très concrète comment de nouveaux acteurs de l'information, appelés les vidéomans, influencent aujourd'hui l'opinion publique en dehors des cadres traditionnels du journalisme. À travers l'exemple du Mali, Batraoré décrit comment ces influenceurs façonnent donc le débat public entre expression légitime et diffusion massive d'informations parfois erronées.
Trois points essentiels à retenir de cette tribune, c'est que le phénomène des vidéomans traduit un besoin d'expression populaire, mais il émerge dans un contexte de grande insécurité, de perte de confiance envers les médias traditionnels. La viralité de leur contenu leur donne un pouvoir d'influence énorme, en amplifiant parfois des informations non vérifiées. Et enfin, le succès économique de cette activité encourage la production de contenus sensationnels, où l'émotion prime souvent sur la rigueur de l'information. Nous aurons l'occasion de discuter de tout ça ensemble dans quelques instants. Mais avant, je tiens à vous rappeler que votre participation active est requise pour la réussite de cette discussion. Alors, n'hésitez pas à contribuer dans la boîte à questions disponible juste en bas ou à demander la parole afin que nous ouvrions vos micros afin que vous puissiez de manière orale et contribuer, donc, comme je l'ai dit plus tôt, à la réussite de cette discussion. Un grand merci à tous pour votre attention et votre engagement. Et je vous laisse tout de suite à Bergedor Adjiou, chargé de recherche à Wati, pour ouvrir la discussion du jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Agi. Merci pour cette présentation. Bonjour encore à tous et à toutes. Merci pour votre fidélité à Wati. Nous sommes donc très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette discussion importante autour de la désinformation en Afrique de l'Ouest. Je vous rappelle encore, comme l'a dit tout à l'heure Agi, que vous pouvez poser vos questions directement dans le chat tout au long de l'échange. Et je me chargerai donc de relayer ces questions Abba Traoré. Et pour celles et ceux qui souhaitent également intervenir oralement, n'hésitez pas à lever la main. Je vous donnerai la parole à l'instant opportun pour que vous puissiez poser votre question ou partager une contribution. Nous vous prions cependant de veiller à ce que vos interventions se fassent quand même dans le respect des personnes et des faits. Évitons toute accusation diffamatoire à l'égard d'un individu, d'un groupe ou d'un État. Ce cadre d'échange, je pense, ne doit en aucun cas devenir aussi une tribune de désinformation. Notre objectif aujourd'hui est de comprendre les enjeux, d'éclairer les mécanismes et d'identifier concrètement les pistes d'action constructives. Bah, Traoré, je vais donc vous poser la première question pour démarrer cette discussion. J'aimerais un peu qu'on revienne aux bases. Comment définissez-vous la désinformation aujourd'hui? Et pourquoi est-il important un peu dans le contexte ouest-africain de bien distinguer entre désinformation, mésinformation ou encore malinformation? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bergedor, de m'avoir donné la parole. Bonjour à toutes et à tous. Très ravi d'être aujourd'hui avec vous pour discuter de cette thématique ô combien importante qu'est la désinformation aujourd'hui. Alors, peut-être comprendre la différence entre les trois concepts que tu viens d'évoquer, à savoir désinformation, mésinformation et malinformation, est crucial aujourd'hui et chacun de ces termes désigne des types d'informations trompeuses, mais ils ont des intentions différentes. Peut-être pour revenir à la question de la désinformation aujourd'hui, le mot désinformation vient d'un mot russe, désinformatia, euh, qui a été popularisé par les services de renseignement soviétiques, le KGB, à partir de la décennie 20-30 pour désigner une stratégie de manipulation de l'information destinée à tromper les opinions publiques, les gouvernements et les médias internationaux. Donc, et de plus en plus, l'expression gagne les milieux médiatiques et académiques avec la montée d'Internet. Et aujourd'hui, la désinformation devient un enjeu mondial à l'ère des réseaux sociaux et de l'ingérence électorale. Donc, peut-être on pourra évoquer quelques exemples. Alors, comme on a parlé d'intention, la désinformation est la diffusion intentionnelle de fausses informations dans le but soit de tromper, de manipuler ou même de nuire. Elle est délibérée et vise à influencer l'opinion publique, créer la confusion ou atteindre des objectifs politiques, économiques ou sociaux. Donc,
Voilà un peu la désinformation, mais en revanche, la mésinformation désigne la diffusion d'informations fausses, mais sans intention de nuire. Par exemple, lorsqu'on entend parler d'une rumeur et qu'on partage l'information comme étant de la bonne information. Exemple, boire de l'eau chaude et du gingembre qui soigne la COVID-19 ou toutes ces informations où on dit, par exemple, sur nos WhatsApp, voici un message, si vous le diffusez 10 ou 20 fois, vous aurez la chance ou vous gagnerez tel ou tel dans votre vie. Donc, ce sont ces exemples-là qui ne visent pas forcément à nuire, qui sont appelés mésinformations. Mais quant à la malinformation, elle concerne la diffusion d'informations vraies souvent exagérée, mais utilisée pour nuire. C'est-à-dire, souvent, c'est une information vraie qui porte atteinte à- peut-être à l'intégrité d'une personne, à l'intégrité même d'un pays ou même exagère sur des faits qui sont souvent instrumentalisés. Par exemple, lorsqu'un rapport officiel parle d'attaque d'un groupe armé et que dans ce groupe, on insiste sur le fait que ce soit une communauté particulière qui soit impliquée et peut-être qu'on généralise en disant que c'est toute cette communauté, comme on le voit aujourd'hui, c'est toute cette communauté qui sont impliquées dans les mouvements armés. Donc ça, ce sont des exemples aujourd'hui de malinformations qui sont utilisées. Mais au-delà du cadre théorique, hein, aujourd'hui, les frontières entre désinformation, mésinformation et malinformation sont floues. Aujourd'hui, par exemple, avec les réseaux sociaux, ces facteurs-là s'embriquent et circulent ensemble. Une mésinformation peut être récupérée par des acteurs malveillants et devenir par la suite de la désinformation et une malinformation peut être instrumentalisée voilà, comme étant de la désinformation. Donc, voilà ce petit exemple-là que je voudrais donner, mais peut-être pour ensuite revenir au-delà des notions, revenir à la question Voilà. Donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a différentes catégories de désinformation et j'ai essayé de prendre quelques catégories de désinformation qui existent aujourd'hui principalement sur les réseaux sociaux. Et le premier concerne des contenus qui sont totalement fabriqués. Non, on retourne. Des contenus qui sont totalement fabriqués. C'est-à-dire, à l'aide aujourd'hui de l'intelligence artificielle, on peut créer du contenu faux et diffuser sur les réseaux sociaux. Par exemple, avec des logiciels ou des sites, des plateformes qui existent comme Synthetia ou Vidnose ou même Hagen qui permettent, où on a des avatars déjà qui sont préconçus. On peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Et il y a eu l'exemple du Burkina Faso où, par exemple, on a une vidéo qui avait circulé l'année dernière où on voyait des panafricanistes afro-américains qui soutenaient le régime d'Ibrahim Traoré, alors qu'en réalité, c'était une vidéo faite à partir de l'intelligence artificielle. On peut aussi avoir d'autres plateformes où on peut faire dire des choses à des chefs d'État qui n'ont pas dit, ou même, et ça c'est de plus en plus visible, où on a des chanteurs qui chantent pour des chefs d'État, alors que toutes ces vidéos-là sont faites à partir de l'intelligence artificielle. Donc il y a le second point qui on a par exemple, on a le faux contexte. Là, c'est
une information vraie qui a existé pendant un temps, mais qui est réutilisée. Donc, c'est pour cela qu'on parle de faux contexte. Par exemple, en 2024, le 18e mois, on a une attaque terroriste en Côte d'Ivoire qui aurait fait 15 morts et 24 blessés. Alors qu'en réalité, c'est une désinformation. C'est un fake news. Voilà. Mais à droite, on voit effectivement la date de la diffusion de l'information date du 11 6e mois 2020 à 14h27 et sur France 24. Mais alors que la vidéo a été réutilisée en 2024, 4 ans plus tard, pour dire qu'il y a eu une attaque en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des contextes qui favorisent l'émergence de cette désinformation. Par exemple, c'était en période, et c'est toujours le cas, de tension entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Troisième point. Donc, on a des contenus manipulés, c'est-à-dire c'est des contenus souvent vrais où on ajoute des éléments pour amplifier. Et c'est le cas, par exemple, à droite, à gauche de l'image, on peut voir la vidéo où on a le président ivoirien Alassane Ouattara avec un casque militaire et une arme d'assaut. Et à droite, on voit la vraie image. Donc, c'est une image qui est manipulée parce qu'on ajoute des effets ou on ajoute des éléments qui n'existent pas. Ensuite, aujourd'hui, il y a le contenu imposteur, c'est-à-dire faire dire à des gens qui n'ont pas dit. Ce qui est le plus fréquent, c'est par exemple des faux tweets qui existent. On dit que tel gouvernement ou telle personne publique a dit, a posté euh, quelque chose sur les réseaux sociaux et qu'après qu'il l'a supprimé. Donc, on fait circuler ces faux tweets-là. Et généralement, les faux tweets sont faits à partir de Twitter gain.com ou de tweet hunter.io. Lorsqu'on parle sur ces plateformes-là, lorsqu'on part sur ces plateformes, ben, on peut créer des faux tweets attribués à des hommes d'État, à des personnalités publiques, à des artistes et à tout le monde. Euh, Aussi, il y a des faux communiqués qui existent, qui peuvent être attribués à des organisations, à des gouvernements, etc. Par exemple, il y a un faux tweet qui avait circulé disant que ben, la BCAO a décidé de ne plus accepter, par exemple, les billets de 5 000 ou de 10 000 francs parce que il y a eu des faux billets qui ont été éjectés dans l'économie en Afrique de l'Ouest et qu'il fallait se méfier des billets de 5 000 et de 10 000 francs. Le troisième, voilà, c'est après la rencontre de la CEDEAO pour officialiser le retrait du Mali, du Burkina et du Niger. Donc, ce faux communiqué-là dit que ben, la CEDEAO a décidé que dorénavant, les pays membres de l'Alliance des États du Sahel devraient prendre des visas pour circuler dans l'espace CEDEAO, alors que ces informations étaient erronées. Ensuite, on a le contenu satirique ou parodique. À la base, ce sont des contenus qui sont utilisés juste pour rire, pour faire juste des blagues, mais qui sont repris parce que, encore une fois, les populations, certaines personnes n'ont pas une bonne connaissance des outils numériques. Donc, ce qui fait que tout ce qu'on voit, on a tendance à y croire. Donc, ça, c'était en 2022 où on parlait de l'arrestation de Amadou Koufa, qui est l'un des chefs terroristes les plus recherchés au Sahel et qui est le chef de la Katiba Massina affilié au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et après, il y a eu ce fact-checking que j'avais fait à l'époque pour dire que c'était un poisson d'avril parce que à la fin, on a dit à suivre le 2 avril. Donc, la personne est revenue pour dire que ben, c'était une blague.
On se rappelle également le 1er avril, récemment, au Togo, par exemple, on a fait la même chose en publiant la nouvelle monnaie togolaise euh, où sur les billets, on voyait la photo du président Faure Gnassingbé. Donc, on dit que ce sera à partir du mois de mai le nouveau billet de euh, la monnaie du Togo, alors qu'en réalité, c'était une blague. Mais ces publications sont amplifiées, sont partagées par diverses personnes qui croient en ces informations-là. Il y a ben, la théorie du complot par exemple, autour du vaccin. On voit la théorie du complot qui a longtemps existé autour de Bill Gates, où on dit qu'il est lié à la mort des centaines de milliers de personnes en Inde, par exemple, où tous les enfants qui ont été vaccinés en Inde avaient été paralysés. Et on parlait de 496 000 enfants paralysés, alors que c'était pas forcément vrai. Et il y a cette information qui est beaucoup plus récente, qui concerne un rapport qui a été publié il y a de cela 2 jours sur la situation sécuritaire aux frontières du Sénégal avec le Mali qui a été publié par le think tank Timbuktu Institute. Mais sur les réseaux sociaux, on commence à parler de théorie du complot parce que la France se retire bientôt et que ce rapport-là est publié pour permettre à la France de pouvoir respecter de pouvoir rester et que ben, sans la France, le Sénégal ne peut pas se défendre. Donc, c'est ce qui est largement partagé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc voilà un peu à l'entame de mes propos ce que je pourrais dire sur la question de la désinformation, la mésinformation et la malinformation. Merci Berchedor. Merci beaucoup, Bah, merci infiniment pour ces éclairages. Cette clarification hein, des termes était essentielle, surtout dans un contexte que tu as un peu expliqué, où ils sont souvent confondus dans le débat public. J'aimerais peut-être maintenant qu'on rentre un peu dans le concret, dans ce que vivent un peu nos sociétés au quotidien. Selon toi, quel est le contexte spécifique de la désinformation en Afrique de l'Ouest? Quelle forme prend concrètement-elle le plus souvent dans la région ouest africaine et par quels canaux est-elle principalement diffusée? Je pense que tu as commencé un peu par expliquer cet aspect. Alors, merci beaucoup, Bergedor, pour cette question très intéressante aujourd'hui. Lorsqu'on regarde l'état actuel de l'Afrique de l'Ouest, le contexte politique, sécuritaire et économique difficile favorise l'émergence de la désinformation. Mais peut-être j'aimerais insister un peu sur la désinformation sur les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques. Depuis, on va dire, le rachat de Twitter devenu X par Elon Musk, les mécanismes de modération que la plateforme avait mis en place ont été affaiblis. Et l'une des premières mesures de Elon Musk a été la suppression des équipes chargées de la modération des contenus violents, mais aussi de la désinformation sur les réseaux sociaux. Donc, cette mesure s'est accompagnée par la réactivation de nombreux comptes qui avaient été suspendus pour non-respect des règles, y compris des profils liés à des réseaux de désinformation, mais aussi à des personnalités politiques. Euh, donc, je pense peut-être au retour de Donald Trump sur X, qui avait été banni de Twitter après les événements
de l'attaque du Capitole en 2021. Donc, et il y a un autre changement majeur qui concerne la vérification des comptes. Avant l'arrivée de Elon Musk, c'était manuel, c'est-à-dire qu'il fallait passer par des mécanismes pour se faire identifier et pour avoir le badge bleu qui était réservé aux comptes d'intérêt public, mais aussi vérifiés. Mais aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde, moyennant un abonnement de 8%, de 8 dollars par mois. Donc, ce système-là favorise euh, la visibilité des comptes les plus actifs, y compris ceux qui diffusent de l'information à grande échelle grâce à des bots et à des trolls. On pourra revenir un peu sur ces éléments-là. Donc, de l'autre côté, Meta, avec la maison mère de Facebook, parce que Twitter et X sont les réseaux les plus utilisés dans le monde. Donc, ce qui fait que ça impacte un peu le business. Donc, du côté des Meta, la situation aujourd'hui n'est pas rassurante parce que l'entreprise a annoncé la fermeture du programme CrowdTangle. CrowdTangle, qui est un outil utilisé par les chercheurs, les journalistes, les ONG pour analyser la véracité des contenus, mais aussi pour lutter un peu contre la désinformation. Donc, ce choix de Facebook, c'était un peu pour se protéger de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Parce que ils ont une autre manière de penser la liberté d'expression qui ne doit pas être restreinte. Donc, et cela impacte aujourd'hui la région en Afrique de l'Ouest parce que la désinformation touche les principalement les questions politiques et sanitaires qui sont un peu plus anciens, mais aussi la question sécuritaire qui est plus récente. Et on assiste à de plus en plus de désinformations qui concernent l'aspect diplomatique à l'échelle internationale, mais également à l'échelle régionale et sous-régionale. Donc, les questions sécuritaires, politiques et sanitaires ne datent pas de maintenant, hein. Et avec, par exemple, l'avènement de la COVID-19, cela a été un terreau fertile à la désinformation et autour des vaccins, hein. D'abord autour de l'origine de la désinformation, mais par la suite autour des vaccins, c'est-à-dire toute cette campagne de complot contre les vaccins, disant que ben, les vaccins sont nuit à la santé et que d'autres sont même allés jusqu'à dire que ben, les vaccins, lorsqu'on les injecte aux personnes, c'est avec des puces et que ça permet de vous surveiller. Donc, maintenant, des maladies hein, infantiles qu'on avait vaincues refont leur surface aujourd'hui, hein, telles que la poliomyélite, la méningite, etc. On a parlé du contexte politique, par exemple, en 2023, avec les élections au Nigeria, par exemple, plusieurs désinformations avaient ciblé la Commission électorale nationale indépendante. Et selon un rapport du groupe d'enquête Afrobaromètre, près de 80% des Nigérians doutaient de la Commission nationale électorale indépendante. Donc, plusieurs comptes ont même parlé pendant le contexte d'un mouvement séparatiste au sud-est du pays qui aurait abattu un drone de l'armée nigériane. Donc, il y avait aussi des photos qui avaient circulé alors que ces vidéos et photos dataient en réalité de 2020 et de 2019. Donc, des rumeurs également se sont
euh, euh, multiplié, notamment en ce qui concerne les candidats aux élections présidentielles. Et on a même dit que, on a saisi des camions remplis d'argent au sein du parti au pouvoir aujourd'hui qui était porté par le candidat Bola Ahmed Tinubu. Mais lorsqu'on revient, par exemple, au Sahel, la désinformation a souvent favorisé ou précédé les prises de pouvoir par les militaires. Par exemple, on se rappelle euh, de l'année 2022, lors du coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré, une rumeur avait été relayée à la télévision nationale disant que le président, le colonel Damiba s'était réfugié dans la base militaire française près de Ouagadougou, mais aussi des appels à la mobilisation sur TikTok pour soutenir le capitaine. Donc, cette information a contribué à renforcer le soutien populaire en faveur du capitaine Traoré. Mais sur le plan sécuritaire également, comme je l'ai annoncé, qui date de l'intervention française au Mali, mais plus précisément à partir de 2014, lorsque Barkhane a remplacé l'opération Serval. On a vu des campagnes de désinformation à l'égard de la présence française qui accusait la France de soutenir le terrorisme. Mais cette désinformation est revenue sur la toile après que le Mali ait accusé la France de soutenir des groupes armés terroristes et même qui avait même déposé une plainte au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, un exemple, en 2019, une image montrant un don de matériel euh, français à l'armée malienne a été détourné pour faire croire qu'il s'agissait d'un soutien logistique aux groupes armés terroristes. Parce qu'on sait que dans la région, les groupes armés circulent fréquemment à moto. Donc, et que ces dons logistiques-là étaient des motos qui étaient destinées à, à des militaires basés dans la région de Mopti. Donc, ce qui a facilité l'adhésion du public hein, à cette interprétation erronée de ce don-là. Donc, malgré les démentis officiels de l'ambassade de France et même du gouvernement, cela n'a pas pu stopper cette désinformation qui a circulé et qui est aussi repris aujourd'hui avec la théorie du complot disant que c'est telle ou telle organisation qui facilite l'émergence du terrorisme ou son expansion. Aujourd'hui, de plus en plus, euh, euh, la désinformation s'intéresse aux rivalités diplomatiques et même géopolitiques. Hein. Donc, ce qui reflète également la profondeur des tensions entre les acteurs de la région. Si je prends un exemple entre le Mali et la Mauritanie, aujourd'hui, euh, il y a des tensions depuis plusieurs mois, depuis bientôt 2 ans, où d'abord c'était au niveau des frontières, et maintenant on voit sur la question de l'immigration au Niger qui est en train d'expulser beaucoup de ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. Donc, cela favorise la désinformation. Donc, une vidéo avait circulé sur TikTok disant que l'armée mauritanienne avait bombardé un poste malien aux frontières maliennes qui a causé 69 morts, 69 soldats. Mais alors qu'en réalité, ben, ces images-là, c'était un accident une explosion de citernes, de camions citernes, hein, euh, en octobre 2024. Donc, peut-être à travers des logiciels comme Mapillary,
On a pu retrouver exactement l'emplacement de l'incident. Mais c'est sur TikTok et c'est des comptes anonymes, hein, des trolls, des comptes qui existent, qui sont suivis par des centaines de milliers de personnes. Par exemple, le compte est suivi par plus de 250 000 personnes. Donc, ce qui fait que, et au quotidien, ce sont des vidéos hors contexte qui sont diffusées pour alimenter exclusivement les tensions entre le Mali et la Mauritanie. Donc, on peut donner d'autres exemples. Par exemple, depuis la création de l'Alliance des États du Sahel et cette tension avec la CEDEAO, il y a eu des récits accusant l'organisation régionale d'être instrumentalisée par des puissances étrangères à travers des vidéos, à travers des photos. Et ces discours-là, ces désinformations sont alimentés par des discours officiels de personnalités politiques ou publiques. Voilà. Donc, il y a aussi des exemples de cas entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis l'arrestation au Mali des 49 soldats ivoiriens qui ont été arrêtés au Mali à l'aéroport. Et cela a donné, a favorisé toute cette désinformation autour des tensions entre le Mali et la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que pendant la Coupe d'Afrique des Nations l'année dernière en Côte d'Ivoire, lorsque le Mali jouait la carte finale contre la Côte d'Ivoire, les autorités étaient obligées de sortir pour sensibiliser les populations, pour dire qu'en cas de défaite, et que c'était juste un match de football, qu'on est tous des frères. Donc, pour dire que la désinformation aujourd'hui a un impact considérable sur la perception des populations, donc ce qui peut les pousser à réagir. Donc, les autorités étaient obligées de sensibiliser pour que le match puisse bien se passer. Et malheureusement, le Mali avait perdu le match. Peut-être pour terminer avec cette question du contexte de l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, en 2024, le Centre d'études stratégiques sur l'Afrique a publié une cartographie des campagnes de désinformation en Afrique de façon générale. C'est intéressant ces études-là parce que cela révèle que l'Afrique de l'Ouest est la région la plus ciblée par la désinformation et qui représente près de 40% des campagnes de désinformation identifiées par Africa Center. Donc, et lorsqu'on parle de campagne identifiée, ça ne veut pas dire que c'est exclusivement 189 campagnes de désinformation. Ça peut être beaucoup plus. Alors, pour terminer avec les canaux utilisés, Berger d'Or, les canaux utilisés sont, on a les réseaux sociaux, hein. Lorsqu'on parle de réseaux sociaux, il y a Facebook, TikTok, Twitter, où les fake news se propagent rapidement à cause des algorithmes. Et on a les groupes WhatsApp et Telegram qui facilitent la diffusion dans un cadre plus privé et c'est difficile de contrôler ou même de surveiller ces plateformes-là parce que ça marche différemment. Il faut être dans ces groupes-là pour voir comment est-ce que la désinformation se propage. Ben, en dernier point, il ne faut pas oublier que notre société est une société ancrée dans la tradition et quand on parle de tradition, il y a le pouvoir de la parole. Donc, le bouche à oreille est un vecteur puissant dans la région et l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, se transmet rapidement au sein des communautés, par exemple au sein des mosquées, au sein des églises, au sein des marchés et au sein même des grains, hein. Des grains, ce sont des fadas, des grains, ce sont des espaces où les jeunes se retrouvent le soir ou le matin pour discuter. Voilà, ce sont des espaces publics dans les communautés où les gens se retrouvent pour discuter.
Donc voilà un peu comment est-ce que la désinformation se pose et les outils, les canaux utilisés. Merci. Merci beaucoup, bah, merci infiniment pour toutes ces précisions sur les formes et les canaux de diffusion. On comprend hein, que la désinformation ne se propage pas toute seule. Elle a des relais, des instigateurs, parfois même des stratégies, comme tu l'as un peu expliqué, très bien pensées derrière. Est-ce que, selon toi, c'est peut-être une question un peu difficile, mais est-ce que selon toi, quels sont les principaux acteurs de la désinformation en Afrique de l'Ouest? Bon, est-ce qu'on peut vraiment déterminer les catégories? Quels sont ces acteurs-là aujourd'hui de la désinformation qu'on retrouve dans notre espace ouest africain? Et au-delà peut-être de l'aspect technique ou politique, quel est l'impact concret de cette désinformation-là sur nos sociétés? Que ce soit aujourd'hui, que ce soit sur la cohésion sociale, la gouvernance, la sécurité, tu l'as expliqué un peu, la vie quotidienne des citoyens. Euh, euh, Merci beaucoup pour cette question liée aux acteurs de la désinformation. C'est complexe, divers et varié. Peut-être prendre quelques chiffres sur une étude faite par ID Crypt Global, qui est un cabinet de recherche sur le numérique basé aux États-Unis, où on fait un point sur le nombre de désinformations qui circulent dans la journée et qui aussi pose le défi de lutter contre la désinformation, tellement que c'est, c'est vaste. Par exemple, en moyenne, sur les réseaux sociaux, on peut se retrouver sur les plateformes, on peut se retrouver à 1,5 milliard de désinformation chaque jour sur les plateformes numériques. Et lorsqu'on regarde cela, ben, Facebook est la plateforme où le niveau de désinformation est le plus élevé. Sur les 1,5 milliard, 1 milliard de publications sont faites sur Facebook. Ensuite viennent Twitter, etc. Et les autres. Mais la difficulté, c'est que on peut un peu mesurer l'impact sur Twitter, sur X, mais encore plus difficilement sur TikTok parce que le mode de financement, le mode de fonctionnement n'est pas pareil et que TikTok, c'est un réseau un peu plus fermé hein, parce que euh, c'est un réseau social chinois. Donc, ce qui fait que par rapport à Facebook ou à Twitter, on peut quantifier, même si c'est pas vraiment des chiffres exacts, mais c'est des indications pour montrer l'ampleur de la désinformation. Donc, mais en termes de ratio, c'est Twitter, sur Twitter, par exemple, 8,7% des utilisateurs actifs font de la désinformation. Mais alors que sur Facebook, on se retrouve à 7,8% de personnes. Donc, malgré que le nombre d'utilisateurs sur Twitter est moins élevé que sur Facebook, mais le ratio sur Twitter est plus élevé que celui sur Facebook. Mais, par exemple, Instagram et YouTube sont les plateformes les plus dignes de confiance. Instagram qui vient en première position et ensuite il y a YouTube. Instagram parce que ça fonctionne différemment et que c'est des contenus un peu plus courts et aussi c'est
des photos qui sont le plus partagées et que c'est plus fun. Donc, c'est pas un réseau adapté à l'émergence de la désinformation, même si ça arrive. Donc, il y a aussi YouTube qui fonctionne différemment avec des vidéos, mais parce que sur YouTube, il n'y a pas que il y a de la musique, il y a des formations, il y a des écoles, il y a des universités, il y a des think tanks qui sont sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ben, qui permet un peu de réguler, qui permet d'équilibrer un peu cette plateforme-là. Donc, pour revenir aux acteurs maintenant de la désinformation, ben, en première position, on a ceux qui dirigent, c'est-à-dire les personnalités politiques, ou souvent c'est des personnalités publiques. Certains gouvernements orchestrent directement de la désinformation ou indirectement à travers des relais. Donc, on essaie d'externaliser la désinformation en passant par des entreprises, on pourra revenir par des entreprises ou souvent par des influenceurs locaux. Donc, on pourra aussi revenir sur ces acteurs-là. Par exemple, juste pour prendre un exemple, il y a en novembre 2024, le député sénégalais Tahirou Sarr qui avait déclaré que les étrangers au Sénégal constituaient près de la majorité, près de la moitié de la population au Sénégal, alors qu'ils ne représentaient en réalité que 1,1% d'après les données de l'ANSD. Et cela a été fact-checké. Fact-checké, cette information a été vérifiée par Africa Check qui a montré que cette information était fausse. Donc, il y a ces déclarations-là, souvent d'hommes politiques ou même de chefs d'État, hein, où c'est des informations qui ne reposent pas forcément sur des données probantes et souvent c'est difficile de vérifier l'information et souvent c'est facile, on vérifie et on trouve que l'information n'est pas vraie et cela est repris par l'opposition euh, du pays qui estime, voilà, qui va utiliser ça contre le régime en place, ou quand c'est l'opposition qui s'exprime, le régime en place va utiliser ça contre, voilà. Donc, divers acteurs se positionnent dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, il y a l'émergence des cabinets et des agences de communication qui sont destinés à, à travailler sur l'opinion publique sur les réseaux sociaux, hein. C'est des cabinets de sondage sur les réseaux sociaux, mais c'est des cabinets aussi qui peuvent trouver, qui peuvent faire des campagnes de désinformation. Donc, on passe souvent par ces cabinets-là, donc qui sont parfois clandestins ou même connus pour monter des campagnes sophistiquées pour des acteurs politiques ou économiques aujourd'hui qui se positionnent. Ben, l'exemple notable, c'est le cabinet, c'est le groupe africain pour le commerce et l'investissement, GPCI, qui est basé dans un pays ouest africain, identifié comme un acteur majeur de la désinformation en Afrique de l'Ouest et d'ailleurs qui fait l'objet de sanctions par Meta. Donc, c'est un réseau de désinformation menant des opérations d'influence secrète pro-russes, notamment en République centrafricaine, mais aussi au Sahel. Donc, ce réseau a été démantelé par Meta et a été supprimé sur la plateforme. Donc, on a des acteurs comme les influenceurs et activistes politiques. Activistes politiques qui sont souvent appelés dans certains contextes, et Adji l'a rappelé, j'ai écrit un article sur ça, les vidéomans. Donc, les vidéomans, ce sont
des activistes qui s'intéressent qui commentent l'actualité politique, économique ou sociale du Mali, mais aussi on peut retrouver ce phénomène-là un peu partout en Afrique de l'Ouest. Donc, ces personnes-là participent à l'information, mais aussi à la désinformation, parce que dans l'article, je prends des exemples sur des campagnes, par exemple, qu'on a faites contre des hommes politiques ou en faveur d'acteurs médiatiques, etc. Donc, il y a ces acteurs-là et des influenceurs aujourd'hui, hein, euh, sur les réseaux sociaux qui sont utilisés comme des relais de désinformation, mais pas que, parce que ces personnes-là participent au débat public et ils sont divers et variés parce qu'on a on a des activistes politiques en Afrique de l'Ouest, dans la région, mais il y a aussi des activistes qui sont hors de la région, comme dans la diaspora en France, aux États-Unis, mais qui commentent l'actualité politique, qui s'expriment sur ces situations-là. On a également des journalistes et des médias. Peut-être il y a un exemple que je donne. Par exemple, certains journalistes, et souvent c'est par négligence ou sous pression, ou souvent c'est même par conviction, participent à diffuser des contenus erronés. Il y a par exemple l'exemple de la journaliste Charlotte Cosset qui a réalisé un reportage sur le trafic des médicaments en Afrique de l'Ouest. Et c'est d'ailleurs encore une fois Africa Tchèque hein, qui a vérifié ces informations et qui a trouvé que c'était des informations qui sont pas vraies. Donc, le reportage parlait du pourcentage de faux médicaments en circulation en Afrique. Donc, et là, elle parlait de 30 à 60% de faux médicaments qui circulent en Afrique. Merci beaucoup. Mais alors qu'en réalité, l'OMS dit qu'environ 40% des signalements de faux médicaments proviennent d'Afrique euh, 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 subsaharienne. Mais on n'a pas dit que 30 à 60% des faux médicaments qui circulent en Afrique sont des faux médicaments. Donc, il y a des citoyens ordinaires qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne comprennent pas forcément comment cela se passe, qui voient une information sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont, par conviction ou à cause des biais cognitifs euh, qui sont prérequis ou même à cause de ce qu'on veut voir, parce que souvent il y a cette dimension-là où on suit les informations pour renforcer nos certitudes. Donc, toute information qui ne va pas vers ce renforcement de nos certitudes, on a tendance à les rejeter. Donc, les citoyens participent à la diffusion de la désinformation. Peut-être pour terminer assez rapidement, il y a des fermes à trolls. Les trolls, ce sont des personnes, ce sont des comptes sur les réseaux sociaux qui sont détenus par des personnes, mais c'est des comptes fictifs. On peut voir, par exemple, Afrique est fière, etc. Donc, ce sont des comptes où une personne n'est pas identifiée, où on n'identifie pas une personne, mais où peut-être c'est un groupe ou une personne qui est derrière, qui participe à polariser les réseaux sociaux, à provoquer des discussions ou même à perturber euh, certains contenus.
Donc, tout cela est favorisé par les algorithmes des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, X ou Twitter, qui sont conçus pour maximiser l'engagement, qui favorisent la propagation rapide des contenus sensationnels, y compris les fausses informations. Donc, voilà un peu, pour répondre à ta question, voilà un peu euh, les acteurs de la désinformation. Merci infiniment, mais merci beaucoup pour cette présentation. J'aimerais dire aux participants qu'ils peuvent poser des questions dans le chat que je pourrais les relayer. Si quelqu'un a une contribution, une expérience qu'il voudrait partager, cette personne-là peut lever la main et on va pouvoir lui passer la parole. Je vois M. Philippe qui a demandé si on pouvait partager la présentation. Je pense que Wati l'a fait, mais on peut retrouver également cette vidéo sur la page YouTube de Wati. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vois une main levée. Donc, Bonsoir, chers participants. merci. Merci Je de vais vous m'avoir. présenter. Moi, je suis Ag Mohamed El Maloud Mohamedoun. Je Merci. suis un étudiant en master diplomatie et gestion des conflits. Et je suis à chaque fois l'actualité concernant en fait les fake news. Parce que merci de m'avoir accordé la parole. Et je suis très bien votre formation et votre webinaire. Et j'ai appris beaucoup de choses sur la désinformation. La désinformation, en fait, c'est un sérieux problème parce que certaines vidéos, certains montages qu'on effectue avec l'IA, et souvent même c'est sur place. Et on manipule souvent les populations. Et ce n'est pas seulement les populations qu'on manipule, même l'opinion publique, on les manipule avec certaines vidéos. À chaque fois, surtout dans notre région, surtout dans les régions du Sahel où il y a le conflit, où il y a des propagandistes qui manipulent les informations à leur guise. Par exemple, on va voir une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux ou bien des vocales qui circulent sur des réseaux sociaux sur WhatsApp, alors que ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. C'est juste pour manipuler quelque chose, pour faire des désinformations. Je pense que votre présentation est bonne et j'encourage très bien M. Traoré pour sa présentation. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Merci. C'est ça seulement que j'ai à ajouter et je n'ai pas d'autres questions. Je n'ai pas de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed, pour votre contribution. Merci infiniment d'avoir accepté de participer à cette discussion. Donc, si vous avez toujours des questions, vous pouvez les poser dans le chat et vous pouvez également lever la main et on va vous donner la parole pour vous exprimer. Peut-être très rapidement, la dernière question que je voulais te poser avant de donner la parole à Monsieur Mohamed, quelles sont aujourd'hui tu as développé beaucoup de choses, les causes de la désinformation. Tu es revenu un peu sur les conséquences de ce phénomène aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Mais quelles sont les initiatives concrètes aujourd'hui qui ont été mises en place par les médias, les médias qui sont vraiment au cœur de cette problématique de la désinformation aujourd'hui? La désinformation touche les médias, touche les citoyens, mais elle touche également essentiellement le travail des médias. Leur faculté à livrer l'information de qualité au public est aujourd'hui gravement affectée. Quelles sont les initiatives concrètes qu'on a aujourd'hui en Afrique de l'Ouest mises en place, que ce soit par ces médias-là, par les organisations locales ou les organisations de la société civile, pour lutter contre ce phénomène? Et est-ce qu'aujourd'hui, on a véritablement des plateformes de fact-checking locales, des campagnes d'éducation ou des mécanismes de veille qui nous semblent particulièrement intéressants et que tu peux nous présenter? Merci. Merci beaucoup, Bergedor. Peut-être
avant de répondre à la question concernant les acteurs, je crois que c'est important de le rappeler qu'il y a aussi les groupes armés, hein, des groupes armés terroristes et même les groupes armés rebelles. On a vu avec le Mali, par exemple, le CSP a une page sur les réseaux sociaux, voilà, participe aussi à la désinformation. Mais il y a les groupes armés terroristes qui participent à la désinformation sur WhatsApp, par exemple. On peut, c'est c'est des audios de propagande où on fait circuler des notes vocales disant que ben, nous allons attaquer tel village. Donc, ça crée la panique. Les populations de cette zone-là peuvent commencer à quitter la zone avant que les groupes terroristes n'arrivent. Donc, il y a cette instrumentalisation de la part des groupes armés aussi qui font partie de ces acteurs-là de la désinformation. Pour revenir à la question des initiatives de lutte contre la désinformation aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent. Il y a des initiatives. Il y a par exemple l'Africa Tchèque, dont j'ai mentionné, qui fait un excellent travail sur le fact-checking et avec son directeur, le rédacteur en chef, Valdez Onanina, on a récemment écrit un article sur la guerre de l'information au Sahel. De quoi cette guerre est-elle le nom qu'on peut retrouver sur la plateforme de Africa Check. Donc, il y a Africa Check qui participe qui sont réguliers, que ce soit des discours d'hommes politiques, des données qui sont publiées sur les réseaux sociaux, des données même d'organisations, d'institutions reconnues. On vérifie également ce qu'ils font. Mais il y a également des initiatives moins vastes, comme par exemple Bembéré, qui est basé au Mali, qui vérifie l'information au quotidien. Il y a Africa Tchèque, il y a Faso Tchèque, il y a Bénin Tchèque, il y a beaucoup de Tchèques. Et il y a également des initiatives portées par il y a également la plateforme que j'anime, Africanalist, qui fait également du fact-checking. Donc, donc voilà un peu les initiatives qui sont portées sur le plan de vérification des faits et aussi de formation parce que Africa Check participe également à la formation des journalistes au fact-checking et des blogueurs également au fact-checking. Donc, on organise de plus en plus. Et il y a des médias beaucoup plus vastes. Par exemple, France 24 a un desk, un Fox. BBC a un desk sur la désinformation. Il y a des médias comme Le Jalon, également au Mali, qui a ces initiatives-là. Donc, il y a à la fois des médias, mais des organisations de la société civile qui portent aussi des initiatives de formation à l'éducation et au numérique. Formation euh, à l'éducation aux médias qui est différent de la formation à l'éducation au numérique, parce que le numérique, c'est vaste, c'est toutes ces opportunités-là qui concernent les formations, qui concernent l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation des sites Internet, également toutes les opportunités que cela peut avoir, mais aussi l'IA. Mais l'utilisation aux médias, c'est pour se dire que ben, c'est pas tout ce qu'on entend à la radio, à la télé ou même sur les réseaux sociaux qui est forcément vrai et qu'il faut avoir des astuces pour pouvoir vérifier, pour pouvoir comparer. Et c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup ont développé le concept d'équilibre de l'information, c'est-à-dire voir si telle information est vraie, mais essayer de comparer avec d'autres médias qui disent la même chose. Donc, c'est un peu ça mais ces initiatives-là, pour terminer, sont limitées. Souvent, on reproche à ces initiatives-là de rester dans les grandes villes et les capitales, ou souvent en français, parce que dans ces pays, la majeure partie des populations de la région parlent des langues locales. Donc, ces initiatives-là sont malheureusement la plupart en français ou en anglais ou même en portugais. Mais
de plus en plus, les initiatives portent sur les langues locales qui sont mieux intégrées dans ces initiatives-là. Oui, merci beaucoup. Bah, merci infiniment pour tout ce que tu as développé. On voit dans ton développement qu'il existe une mobilisation croissante sur le terrain. J'ai remarqué tout à l'heure je vois une main levée. Monsieur Mohamed qui veut toujours intervenir. Bon, je lui donne rapidement la parole. On peut donner la parole à Monsieur Mohamed, s'il te plaît. Bonsoir, je peux parler, non? Oui, vous pouvez parler. D'accord, c'est juste pour ajouter en fait ce que M. Ba a dit. Moi, je pense il faut une éducation sur les outils en fait qui permettent des recherches ou bien qui permettent des recherches et qui permettent aussi de montrer les vidéos qui sont des fake news, des vidéos qui peuvent nous trouver en fait des vidéos ou bien des audios qui ne sont pas du tout réels et une éducation ou bien des formations sur ces outils-là. Mais comme avait dit tantôt, il avait souligné qu'on a un sérieux problème avec ces outils-là qui sont souvent développés en français ou bien en espagnol ou bien en anglais. C'est l'un des problèmes qu'on a en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général. Merci beaucoup. C'est ça que j'ai à ajouter. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir mis l'accent sur l'éducation, l'éducation des citoyens, à comprendre un peu ces enjeux, c'est ce que nous faisons, mais à comprendre aussi les outils, les moyens qu'ils ont à leur disposition pour pouvoir faire face à ces désinformations-là. Et peut-être, je vois Olivier Ribouille en ligne, je le vois, il n'a pas levé la main, mais peut-être s'il est d'accord, je vais lui donner la parole. Olivier Roubu, c'est un Béninois, c'est un journaliste, fact-checker et coach formateur en fact-checking. Je pense il a été désigné récemment comme président du conseil d'administration de l'Association béninoise de lutte contre la désinformation Badona. C'est un groupe qui fait un excellent travail ici au Bénin sur la désinformation. Peut-être que Olivier veut peut-être rapidement partager quelques expériences avec nous. Je vais discuter longuement avec lui dans le cadre de cet événement et il a posé beaucoup de préoccupations dans le cadre de la désinformation. Je ne sais pas si Olivier, tu as quelque chose à dire rapidement. Bon, bah, il y a une question, je pense, de M. Ali Konaté qui demande avec la diffusion de la désinformation, est-ce qu'on pense que la question de l'analphabétisme, je pense que son prédécesseur, M. Mohamed, tout à l'heure, parlait de la question de l'éducation. Est-ce que la question de l'analphabétisme, selon toi, que ça joue un rôle crucial et qui accentue aujourd'hui aussi ce phénomène de désinformation? Alors, c'est vrai que cette remarque revient souvent dans le débat, dire que euh, c'est lié à l'analphabétisme en tant que tel, mais lorsqu'on regarde la réalité, mais qui n'a jamais participé ou qui n'a jamais diffusé une fausse information? Donc, c'est difficile de le dire. La dernière fois, juste pour prendre un exemple, hein, j'ai un ami qui est homme politique, qui est aussi euh, intellectuel, mais je crois que en début d'année, il y avait le budget du Sénégal qui était sorti où on disait qu'on avait réduit le train de vie de l'État au Sénégal de près de 25%. Et cette information avait circulé un peu dans la région, hein, au-delà du Sénégal. Et par exemple, au Mali, on a vu des hommes politiques, on a vu des journalistes partager l'information. Mais comme je connaissais certains, j'étais obligé de les appeler pour dire que non, c'est pas forcément le cas et que c'est c'est de la désinformation. Un autre exemple, par exemple, il y a Sputnik qui avait publié
un article disant que le président Goïta a accusé la France d'éjecter des faux billets dans l'économie malienne, alors que c'était pas le cas. Lors d'un discours dans la région de Sikasso, il avait dit que il avait salué la vigilance des douaniers maliens qui avaient qui avaient saisi une grande quantité de faux billets destinés à déstabiliser l'économie malienne, sans mentionner des pays. Mais cela a été repris par Sputnik et des médias de la région. Par exemple, on peut prendre l'exemple des médias en ligne du Bénin que j'avais vérifié, du Sénégal, du Togo et même du Burkina. Donc, pour dire que à la fois des journalistes peuvent tomber dans ce piège-là, des personnes instruites peuvent aussi tomber dans ce piège-là. Je crois qu'il faut une éducation aux médias. Quand on dit éducation aux médias, c'est destiné à la fois à des personnes qui sont instruites. Je peux parler de la diffusion de l'information sur les tranches d'âge. On voit que, par exemple, les plus de 60 ans diffusent beaucoup plus de désinformation sur les réseaux sociaux que les plus jeunes. Donc, il y a différentes explications parce que les jeunes vivent dans des bulles où l'information est premièrement partagée au niveau des jeunes avant que ça n'atteigne un grand nombre. Donc, mais même les personnes qui sont instruites aujourd'hui tombent dans le piège de la désinformation parce que quand on dit la désinformation, c'est vague. Lorsque l'intelligence artificielle s'y met, ben, lorsqu'on regarde, on voit une personne s'exprimer. On voit le président de tel pays, on voit tel premier ministre s'exprimer sur un sujet, mais alors que c'est des mots qui sont des vidéos fabriquées de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Donc, l'éducation aux médias concerne à la fois les non-instruits, mais aussi les instruits. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai dit dans la réponse qu'il faut, lorsqu'on parle d'éducation aux médias, inclure dans ce programme-là les langues locales, les langues nationales, mais également de l'enseigner à l'école dès à bas âge. Bah, merci. Je vois aussi Babacar Ndiaye qui souhaite poser une question. Peut-être pas, tu peux rapidement lui passer la parole. Oui, merci. Merci Bergedor, merci à pour toutes les informations transmises durant cette discussion. Moi, j'ai une question qui est plutôt factuelle et je crois que ça rejoint un peu ce que notre prédécesseur disait. Lui, il abordait la question sur l'angle des médias, mais moi, mon propos, c'est plutôt, est-ce que tu peux nous donner je ne sais pas, des sites internet, des applications, des outils euh, pour le citoyen pour vérifier une photo, un audio ou une vidéo avant de le partager. Est-ce que ces outils-là existent et sont aussi à disposition des populations pour vérifier et finalement éviter de tomber aussi dans la désinformation? Merci beaucoup, Babacar, pour cette question. Euh, Peut-être, première chose, les outils et les mécanismes de fact-checking sont, on va dire, réservés à des personnes instruites. Parce que, c'est-à-dire pour utiliser Internet, il faut savoir lire, il faut savoir écrire, souvent pour faire du fact-checking. Il y a, par exemple, des plateformes, des moteurs de recherche en eux-mêmes, le moteur comme Google, comme Yandex, c'est-à-dire qui sont des modèles. Yandex, c'est le moteur de recherche russe et Google où on peut insérer une image, par exemple à travers une image, une recherche inversée de l'image, c'est-à-dire vous allez sur la plateforme Google, Yandex ou n'importe quel moteur de recherche, vous insérez la photo et la photo vous sort. C'est-à-dire vous questionnez la plateforme, est-ce que tu as déjà vu cette image par le passé? Donc, on vous donne les sites, on vous donne les personnes qui ont déjà posté
la vidéo ou la photo et dans quel contexte. C'est-à-dire, si c'est une image, vous le faites directement. Si c'est une photo, vous faites une capture d'écran de la photo et vous insérez de la vidéo et vous l'insérez dans la plateforme. Et il y a également Maps où on peut rechercher une localité, c'est-à-dire pour savoir si telle information effectivement s'est passée dans telle zone, ben, on fait la même chose. Au-delà de cela, il y a des sites de fact-checking, hein, comme Africa Check, comme n'importe quelle plateforme, Bembere et tout, où on envoie l'information. C'est-à-dire, vous ne faites pas la recherche, vous dites, monsieur, je veux vérifier si telle information est vraie ou pas. C'est vrai que ça va prendre plus de temps parce qu'il faut vérifier. Et c'est d'ailleurs pour cela que la désinformation circule beaucoup plus. Parce qu'avant de vérifier, souvent c'est rapide, et souvent c'est très lent. Lorsque l'intelligence artificielle s'y met, ou lorsque c'est un discours officiel où il faut trouver des données, où il faut comparer, ou même il faut appeler. Par exemple, en discutant avec des journalistes, on se rend compte de la difficulté de vérifier certaines informations étatiques. Donc, voilà des plateformes qui existent où on peut nous-mêmes faire du fact-checking et des plateformes d'IA, hein, j'en ai parlé au début de quelques plateformes où on peut voir si une image est générée par l'intelligence artificielle ou pas. Bergedor, si tu me permets, Oui, avant que oui, oui, ton ami ne puisse intervenu. intervenir, oui. Il y a une question de Philippe. Voyez-vous une volonté politique des pays d'Afrique de l'Ouest d'agir contre Exactement. la Exactement. Je désinformation? posais la question. Donc OK. c'est un Oui, sujet c'est une question qui me paraît intéressante. Et oui, il y a une volonté de plus en plus parce que les, les, les dirigeants se rendent compte effectivement que la désinformation crée plus de tensions, alimente les conflits et la cohésion sociale. Donc, qu'il faut lutter. Il y a l'exemple de la Côte d'Ivoire, par exemple, en mai 2021. euh, euh, il y a une influenceuse sur les réseaux sociaux qui avait publié une courte vidéo de policiers parlant Hausa qui maltraitaient des jeunes. Donc, elle a partagé cette vidéo dans un live disant que c'est des Nigériens du Niger, des Nigériens, des soldats nigériens qui s'en prenaient à des migrants ivoiriens. Donc, cela a créé euh, une, euh, une réaction mauvaise dans le pays, à Abidjan. On s'en est pris à des Nigériens dans la capitale qui travaillaient dans la capitale, qui vendaient des boutiques, etc. Et où il y a eu une dizaine de blessés et 3 morts. Mais après, après vérification, c'était pas au Niger, c'était au Nigeria et c'était dans un contexte totalement différent. Et dès lors, l'État ivoirien a décidé de réguler les réseaux sociaux, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, tous les comptes sur Internet qui ont plus de 25 000 followers sont considérés à part entière comme des médias. Donc, toutes les sanctions qui s'imposent aux médias s'imposent également aux influenceurs qui ont plus de 25 000 comptes, qui ont plus de 25 000 followers. Et la dame a été condamnée je me rappelle plus, à 18 mois ou 2 ans de prison et à plus d'1 million d'amende. Et il y a la campagne de sensibilisation en Côte d'Ivoire, tous il y a des slogans qui existent où on a des campagnes de sensibilisation de la part des États. Et aussi au Mali, il y a cette initiative-là de réguler les réseaux sociaux, mais pas que. Par exemple, récemment, le président
Le Premier ministre sénégalais, lors de son intervention, son passage à l'Assemblée nationale, avait dit qu'il n'y aura pas de pitié contre les fake news. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans la légalité de la loi qui protège les journalistes et les citoyens, mais la désinformation ne sera pas tolérée. Donc, il y a des initiatives de part et d'autre dans les pays pour un peu réguler les réseaux sociaux et lutter contre la désinformation. Même si, peut-être pour terminer, il faut rappeler également qu'il y a des personnes qui trouvent souvent liberticides certaines dispositions. Par exemple, au Mali, on a la loi sur la cybersécurité qui s'implique à la fois aux journalistes. Normalement, les journalistes sont protégés par la loi, mais qui sont à la fois ou des influenceurs peuvent se retrouver en prison ou des journalistes, etc. Donc, ce qui fait que dans ces pays-là, malgré les initiatives, certains trouvent que ben, certaines dispositions sont d'ordre liberticide. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bah. Merci infiniment pour cette réponse. Je vois une autre question qui est venue. La désinformation n'est-elle pas favorisée par certains pays? Quelle est l'enquête? Nous n'allons pas stigmatiser des pays et tout. On sait que l'écosystème est un peu fragile. Ça, si Baptiste a quelque chose à dire à ce propos. Je peux te demander aussi, bon, une question personnelle. Qu'est-ce que tu penses du fait que certaines personnes, ben, certains journalistes pensent aujourd'hui que les acteurs des médias parfois sont devenus aussi des relais, des fausses informations, à savoir que quand il y a un article qui est publié par un autre média rapidement, l'autre média récupère et diffuse sans même chercher à vérifier la source et autres. Et est-ce qu'il y a aussi des outils que ces médias-là peuvent utiliser à leur niveau pour vérifier des faits dans le contexte sécuritaire ou bien dans le contexte politique? Merci. Alors, peut-être pour réagir par rapport à la question qui est posée, je le rappelais, j'ai dit que certaines estiment que des sujets sont certaines dispositions de ces lois-là dans ces pays sont liberticides. Mais au-delà de cela, la désinformation est devenue un phénomène où différents acteurs se positionnent. Il faut le dire ça comme ça aussi, où ces acteurs-là sont des acteurs internationaux, régionaux ou même des acteurs locaux avec des objectifs différentes qui s'affrontent. Donc, ce qui fait que dans certains cas, la désinformation peut être tolérée et je l'ai même rappelé lorsque je parle des acteurs, je dis souvent certains États ou gouvernements préfèrent passer par des relais. Donc, ces relais-là, lorsqu'ils font de la désinformation, ben, on tolère parce que c'est à notre avantage. Donc, pour répondre à la question, voilà ce que je pourrais dire. Alors, pour revenir à la question des journalistes, je ne suis pas journaliste, mais euh, il y a plusieurs choses, hein. D'abord, on parle de la précarité des... Ah, tu me euh, permets. J'avais allô? vu une main levée tu me permets, j'avais vu une main levée de monsieur Adama. Je ne sais pas si il avait rapidement levé la main. Je ne sais pas si je vais rapidement dire un mot avant que tu puisses continuer. D'accord, d'accord. Monsieur Adama, d'accord, et peut-être une dernière tentative, peut-être avec Olivier Louis. Olivier, tu peux activer ton micro et Pape, tu peux lui passer la main pour qu'on puisse voir si peut rapidement partager son expérience avec nous. Olivier a son micro ouvert. Olivier, tu nous entends? Ok, Oui. merci Bézédor. Voilà. Je vais essayer de, de faire recevoir de vous parce que moi, je n'ai pas le retour, mais tu me confirmes que vous me recevez aisément.
Oui, D'accord. Alors, déjà, merci à Monsieur Ba pour toutes les explications qu'il a données. Je l'ai suivi de long en large. Je pense qu'il a su vraiment présenter les faits avec des exemples assez illustratifs. Alors, moi, je suis Olivier Ribouis, journaliste et également vérificateur de faits. Et puis, voilà, je participe donc à plusieurs programmes de contact des informations, que ce soit au Bénin ou dans la sous-région. Alors, quand j'ai vu le thème, je me suis dit, bah, c'est un thème dont on peut discuter pendant des heures et des heures. Bon, heureusement, M. Ba a déjà vraiment planté le décor. Et donc, si moi je dois revenir sur un certain nombre de choses, c'est déjà de dire déjà quelle est la réalité de la désinformation au Bénin en Afrique de l'Ouest, comment la désinformation a-t-elle vraiment évolué et quels sont les facteurs, que ce soit locaux ou exogènes, qui favorisent un tant soit peu euh, la chose. Alors, donc principalement, la désinformation, ce n'est pas quelque chose de nouveau en fait sous nos cieux. La désinformation, ça a toujours été une Olivier, tu réalité que nous les entends? Africains ont côtoyée, mais sans réellement s'en inquiéter ou la combattre. Il faut dire que la désinformation, elle existait sous forme de rumeurs circulant de bouche à oreille sur généralement des faits divers, voyez-vous. On avait ces histoires sorties de nulle part qui résistent autant comme la disparition des cesses, qui chaque fois reviennent. Et on avait des histoires dont on ne pouvait véritablement pas donner la véracité, comme les histoires de la belle-mère qui maltraite son beau-fils et tout ça, qu'on aimait entendre, que ce soit à la radio ou sous l'arbre à palabre, les grains, comme l'a dit M. Ba. Mais voilà, avec, comment appelle-t-on, les nouvelles technologies, la désinformation a commencé par devenir un véritable problème. Euh, Elle a commencé par devenir un véritable problème, surtout sur le champ politique. Et sur le champ politique, il faut dire que ce n'est pas non plus quelque chose de nouveau. Euh, Au Bénin, ici, par exemple, je me rappelle que entre 96 et 2001, il y avait régulièrement des histoires de bulletins de vote qui ont été jetés dans la mer ou disparus dans la nature, dont on n'avait jamais les preuves. Donc, à chaque occasion où on devrait avoir élection, les acteurs politiques ont fait de la désinformation un moyen donc, de combat politique, un moyen de conquête de l'électorat et donc de, de combat, voyez-vous. Alors, mais aujourd'hui, en 2025, euh, qu'est-ce que la désinformation aujourd'hui? La désinformation est devenue un véritable fléau aujourd'hui qui inquiète tous les gouvernements, qui inquiète non seulement les gouvernements, mais également les organisations de la société civile, qui menacent véritablement même le vivre ensemble euh, dans nos différents pays. Alors, le premier facteur à l'analyse aujourd'hui, en tout cas de mon point de vue, hein, le premier facteur qui favorise la propagation de la désinformation, c'est la difficulté des populations à faire le distinguo entre les faits et l'opinion. Vous avez aujourd'hui une masse critique de la population qui confond opinion et fait. Et ce qui rend donc la tâche très, très difficile en matière de lutte contre la désinformation. Vous avez, en dehors de ces facteurs-là, plusieurs autres facteurs comme le contexte des crises sécuritaires, des crises sanitaires, des crises économiques, la question de la mauvaise gouvernance et les bouleversements géopolitiques
qui donne aujourd'hui de la matière à la désinformation. Et en fait, comme vous avez pu le constater, comme M. Ba a su l'étayer, chaque crise s'accompagne de son lot de désinformation. Quand on a eu Covid, il y a eu la désinformation qui l'a accompagné. Aujourd'hui, dans un contexte où la démocratie est remise en cause dans un certain nombre de pays, nous avons de plus en plus la désinformation en lien avec, comment appelle-t-on, nos systèmes politiques, nos modes de gouvernance. Et les bouleversements géopolitiques aujourd'hui donnent également lieu à une floraison de désinformation où les partenaires, les partenaires traditionnels de nos pays sont bousculés donc par d'autres partenaires qui veulent aussi s'implanter dans nos différentes euh, régions. Il faut aussi dire que il y a le problème d'accès aux sources, d'accès à l'information. Bah, je te laisse peut-être conclure avec une dernière phrase, un dernier mot aux participants. Bah, Merci. Oui, merci beaucoup, Bergedor. Alors, peut-être pour terminer, j'aimerais aborder euh, le comportement, c'est-à-dire les attitudes face à une information. Euh, voilà. Donc, par rapport aux attitudes, je crois que si on parvient dès le début à instaurer euh, la désinformation, comme pour reprendre les propos de Yashine Diagne, qui est enseignante au CST, l'éducation à la désinformation dès à bas âge euh, dans les écoles primaires, si on parvient à l'instaurer, des programmes de désinformation pour développer l'esprit critique chez les jeunes ou chez les enfants. Parce que c'est de là que tout part. Si on a la capacité de douter d'une information et de prendre la capacité de vérifier, on aura fait un grand pas vers la lutte contre la désinformation. Mais tant que ce n'est pas le cas et qu'on mise sur le fact-checking, qui est certes euh, très intéressant et important aujourd'hui, qui est l'une des meilleures stratégies de lutte contre la désinformation, mais qui a tendance à venir euh, après la mort, après qu'il y ait de la désinformation. Donc, je crois que dans la prévention, on doit euh, développer l'esprit critique euh, chez les, chez les jeunes, mais encore les moins jeunes. L'éducation également aux médias et à l'information. Bah, dire que puisqu'on doute de toutes les informations, ben, qu'il faut prendre la peine de vérifier les informations. Et la vérification des informations passe par confronter avec d'autres sources, avec d'autres canaux de diffusion d'informations. Et là, ça se fait de plus en plus parce que les ONG, les associations et même les médias financent beaucoup d'initiatives de formation aux médias, mais il faut l'étendre parce que l'État aussi doit s'impliquer. Et dans cela, il y a les États sont moins impliqués, hein. On est plus dans la répression, mais moins dans la prévention de la désinformation. Euh, Au-delà de cela, ben, on peut aussi, pour terminer, avec des outils qui puissent exister, il y a Google, euh, la recherche inversée de l'image à travers des plateformes comme Google, par exemple TinEye aussi, où tu peux insérer une vidéo, une photo ou faire une capture d'une vidéo et l'insérer. Et en questionnant ces plateformes-là, vous pouvez avoir
l'origine de la photo. Donc, il y a également des plateformes ou des sites de fact-checking comme Africa Check, Bembere, Côte d'Ivoire Check, etc. Donc, l'extension des navigateurs aussi comme des outils comme InVid pour les vidéos, InVid qu'on peut utiliser et NewsGuard qui permettent d'évaluer la fiabilité des contenus vidéo ou des sites web. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport aux attitudes qu'on doit tous avoir sur la désinformation et qu'il faut constamment rester sur les gardes lorsqu'on est en face d'une information, que ce soit même venu des personnes âgées. Parce qu'on a tendance à croire que, et souvent, l- lorsqu'on discute avec des populations locales, ils ont tendance à dire non, l'information que je dis vient du chef. Vu qu'il y a le respect de l'autorité du chef, tout ce que la personne dit est forcément vrai. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas cette faculté-là de remettre en cause une information qui est dite par un aîné. Donc, il faut un peu déconstruire ces biais-là à travers la sensibilisation à grande échelle. Voilà. Merci beaucoup, Bah. Merci infiniment. Le temps est parti. Je remercie très sincèrement et très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, cet après-midi, pour votre attention, vos questions très pertinentes et vos contributions, je trouve très, très enrichissantes. Continuez donc à rester à l'écoute de Wati. D'autres discussions virtuelles sont à venir, toujours sur des questions cruciales pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Nous comptons donc toujours sur votre présence active pour prolonger ce échange. À très bientôt et encore merci.